Nicole Bonnet, qui est directrice de l'EHPAD de Loudun, qui est infirmière de formation et qui a mené un projet assez atypique, en tout cas qui nous a interpellés, Guy et moi, quand on a fait le choix de la faire intervenir. La volonté de ne pas mettre un digicode à un étage de son établissement. Elle va nous raconter un petit peu de le supprimer. Ou de le supprimer même complètement. Elle va nous raconter un petit peu les problématiques, si ce sont des problématiques, que ça a posées auprès de son équipe et auprès des familles notamment. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, on m'entend là? Oui. Ou je vais peut-être prendre l'autre, ça sera peut-être plus facile. Merci. Merci. Oui, je voulais commencer mon intervention par une petite phrase, puis j'ai hésité à le faire, mais je vais le faire quand même. Je voulais simplement vous dire que à partir du moment où on vient au monde, à la minute où on sort la tête et qu'on respire l'air qui nous entoure, on prend un risque, c'est le risque de vivre et de mourir. Et je crois que ça me semble quand même fondamental de l'avoir en tête et de l'accepter. Et je crois qu'on ne s'empêche pas tout au long de notre vie d'aimer, d'avoir des enfants, de se dire nos enfants ils peuvent mourir aussi, ça ne nous empêche pas d'en avoir. Savoir qu'on peut avoir un accident de voiture, ça ne nous empêche pas de prendre la voiture. Et savoir qu'on peut s'écraser en avion, ça ne nous empêche pas de prendre l'avion. Et ça c'est important parce qu'à un moment donné, la vraie question c'est de se poser pourquoi est-ce qu'on empêcherait une personne âgée de faire quelque chose ou de vivre quelque chose sous prétexte qu'elle prend un risque. Voilà, c'est sur cette base-là, je ne sais pas si c'est de la déontologie ou de la philosophie, mais je pense que c'est ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre cette intervention. Donc on avait fait un sous-titre, c'était comment contribuer au bien-être des personnes accueillies et respecter leur liberté dans la réalité architecturale, humaine et législative. Alors pourquoi architecturale, humaine et législative? C'est parce que contrairement à ce que tout à l'heure Madame Tosia disait, il n'y a pas que des beaux bateaux tout neufs. Nous, la résidence Arepa Porte du Martret, qui est située sur le parking de l'hôpital de Loudun, est un bâtiment construit en 1988 et qui était à l'origine un foyer logement. Donc il est sur 3 étages. Il a 2 petites ailes, c'est un Y, il a 2 petites ailes et une grande aile comme ça. Et puis, je ne sais pas si on l'entend bien. Et en fait, chaque aile termine en cul-de-sac. Donc, il n'y a pas de chambre au rez-de-chaussée. J'ai mal mis mon truc. Il n'y a pas de possibilité d'agrandir l'établissement. Il y a 2 ascenseurs, 2 escaliers internes, un sur un côté, l'autre sur l'autre côté en sortie de secours. Et au rez-de-chaussée, il y a toute la partie animation, bureau, accueil, restauration, le restaurant, et chaque porte donne sur un jardin. Et en fait, ce sont des portes coupe-feu, donc des portes incendie. Donc en fait, quand vous êtes à l'intérieur, quoi que vous fermiez, vous pouvez sortir, vous appuyez sur et puis vous sortez, un petit peu comme tous nos bâtiments. Donc je vous présente ça parce que c'est important par la suite. Et impossibilité d'agrandissement dans les étages. Donc si vous voulez, il a fallu qu'on adapte notre prise en charge des résidents. Donc vous voyez une petite partie du bâtiment, ça donne sur un jardin, et à côté du jardin, il y a un parking. Au sous-sol, vous donnez directement sur le boulevard périphérique de Loudun. Alors, je sais bien que Loudun, ça ne bouge pas beaucoup, mais il y a quelques voitures et quelques camions qui passent quand même. L'évolution de la résidence, c'était au départ, en fait, ça a été construit comme un foyer logement. Et donc ce foyer logement, il était construit avec des chambres, avec une kitchenette, etc. Et au fur et à mesure, depuis 1988, évidemment, les gens ont vieilli, les pathologies sont apparues. Certains résidents, d'ailleurs, nous avons encore une résidente qui est là depuis l'ouverture. Donc vous voyez, voilà. Certains résidents ont évolué et à un moment donné, je ne pourrais pas vous dire quand, parce que moi je travaille là-bas que depuis 9 ans,
ans, le 3e étage avait été fermé par un digicode et il avait été décidé que toutes les personnes, alors je vais utiliser le terme même si je n'aime pas, déambulants, seraient enfermés au 3e étage. Évidemment, ça sécurisait tout le monde puisque du coup, ils ne sortaient pas et ils ne prenaient pas le risque d'aller se faire écraser sur le boulevard. Alors après, si vous voulez, le problème c'est que au fur et à mesure qu'on vit avec ça, on se rend compte quand même que ça pose aussi des problèmes d'enfermer des gens, parce que nous n'avons jamais eu d'unité Alzheimer. Donc de toute façon, nous n'avions ni le personnel, ni l'organisation, rien. Donc voilà, on fermait la porte. Quand j'avais beaucoup de chance, je pouvais mettre une soignante qui restait avec eux enfermée. Elles m'en ont encore reparlé il n'y a pas très longtemps puisqu'on préparait l'intervention et je leur ai demandé un peu leur témoignage. Et elles me disaient mais c'était hyper angoissant même pour nous, quoi. Voilà, c'était quelque chose d'oppressant. Au fur et à mesure des années, on a fait quelques constats. Donc, de plus en plus de résidents atteints de troubles cognitifs. Par exemple, on avait des gens qui étaient arrivés chez nous au 1er ou au 2e étage, qui n'étaient pas trop mal, puis au fur et à mesure qui évoluent et qui finissent par devenir des personnes qui pouvaient potentiellement se mettre à risque. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les déménage au 3e étage et on les enferme? On les laisse dans leur chambre et on voit ce qui se passe. Comme notre politique était justement de ne pas les déstabiliser pour ne pas provoquer encore une augmentation de leur angoisse, nous les avons laissés sur place, dans leur chambre. Donc finalement, plus ça allait, plus on avait des gens à risque un peu partout dans l'établissement. Je mets beaucoup de temps à vous expliquer ça pour vous dire qu'on ne s'est pas réveillé un beau matin en se disant qu'il y avait quelque chose à faire. C'est vraiment à force de vivre dedans voilà, c'est un petit peu comme vous tout à l'heure au niveau de la nutrition. À force de vivre dedans, on se rend compte qu'il y a un problème, quoi. Ensuite, on a eu aussi des constats de prise en charge avec notre 3e étage. C'est-à-dire qu'on a eu des résidents qui ont de toute façon bien joué le truc, puisqu'ils étaient tout à fait en mesure d'appuyer sur la sortie de secours, d'ouvrir la porte, et puis comme tout le monde croyait qu'ils étaient gentiment enfermés en haut, on a une dame une fois qu'on a retrouvée, je ne sais pas, peut-être 3 heures après, quand on a commencé à s'en soucier. C'est les pompiers qui nous ont appelés. Elle était tombée à côté de la boulangerie, elle s'était fracturé le col du fémur. Et là, moi, je me suis retrouvée, j'étais IDEC à l'époque, je me suis retrouvée avec la famille dans mon bureau, avec le risque potentiel. Les 3 fils étaient assis en face de moi, ils m'ont dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on porte plainte? Voilà, ça vous fait vivre ça aussi, hein. Voilà. Donc finalement, ça s'est bien soldé parce que je pense que les gens ont aussi... Enfin, je suis quelqu'un d'optimiste et je me dis que les gens ont aussi beaucoup de bon sens et à un moment donné ont beaucoup de compréhension aussi. Voilà. On a eu 2 autres alertes, voilà, mais bon, qui se sont mieux soldées. Entre-temps, on a eu aussi la professionnalisation de nos équipes avec beaucoup de personnes qui sont parties en formation. Et notamment aussi un gros travail qui a été fait par rapport à la dignité de la personne et à ses conditions de vie avec des personnes qui étaient parties en formation à MP et en fait qui ont beaucoup réfléchi à ça et qui ont eu un impact positif sur le reste de l'équipe. On a eu aussi une sensibilisation des équipes par rapport à la charte du résident et à la bonne pratique en EHPAD. On s'en est servi aussi beaucoup via aussi les personnes qui étaient parties en formation pour la bientraitance. Et tout ça, ça a amené l'équipe petit à petit, alors pas dans des réunions forcément très formelles, mais lors des transmissions, à un moment où on se posait quand il y avait des soucis ou des inquiétudes. Et du coup, on se basait là-dessus pour travailler sur tout ça. Voilà, le reste, je vous l'ai dit, je l'ai dit un petit peu à l'envers. Par rapport à ça, on avait aussi les réticences. Alors,
il y a le constat des choses qui sont à évoluer et on sent bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en même temps, il y a l'habitude, la peur que les résidents soient enfermés, ne se mettent en danger dans les escaliers ou à l'extérieur. Donc en fait, ça c'est une grosse peur globale. Et ça restait quand même une inquiétude pour toute l'équipe, pour les familles, pour tout le monde. La peur aussi que les familles portent plainte, je vous en ai parlé tout à l'heure, et le profond investissement des soignants qui se rendent responsables en fait de ce qui se passe au niveau des résidents. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais oublier que les soignants au quotidien, mais même si on dit qu'ils n'ont pas assez de temps, qu'ils ceci, que cela, n'empêche qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont viscéralement responsabilisés par rapport à ce qui arrive aux résidents. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était important. Donc les réticences, elles venaient aussi de là. Et ça aussi, c'est humain, parce que si les résidents sont humains et fragiles, les soignants aussi. Donc aussi, il faut aussi prendre ça en compte. Par rapport à tous ces constats, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Plusieurs solutions qu'on connaît tous. La contention. Effectivement, on peut prendre la personne qui marche trop, qui se met en danger, on l'assoit, on l'attache, avec une ordonnance de préférence, comme ça on est dans les clous, et puis tout le monde est satisfait, sauf qu'on la grabatérise et puis qu'on ne respecte pas sa dignité. On ne respecte pas non plus son choix de je veux marcher. C'est vrai que quand on vient au monde, l'être humain, il est debout, il marche. La camisole chimique. Alors c'est moins visible, mais c'est beaucoup plus dangereux. Mais ça existe aussi. Alors c'est un paradoxe, la camisole chimique, c'est que à la fois ça rassure les familles parce que la personne ne se met plus en danger, donc finalement tout va bien. Hein, on retrouve une situation sécure dont parlait tout à l'heure Madame Tosia. Et puis en même temps, mais qu'est-ce que vous lui faites ? Elle ne marche plus, elle ne mange plus, elle dort, mais vous le laissez oui, mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et puis, l'autre solution, c'était la liberté dans l'établissement. Alors, cette solution-là, elle expose évidemment au risque de chute et de fugue, entre guillemets. On a en même temps équipé les résidents d'une montre. En fait, c'est une montre d'appel. Hein, je ne vais pas vous citer la marque, mais beaucoup d'entre vous la connaissent. Où en fait, quand le résident a besoin de nous, il sonne et ça sonne sur les téléphones. Madame Durand, alarme manuelle. Et puis, il y a certaines montres qui sont pas des 8001, des 8005, qui, elles, quand vous passez devant une borne à l'extérieur, alertent et c'est Madame Durand, fugue. Ou oui, ça doit être marqué fugue d'ailleurs. Voilà. Alors ça, je l'ai mis en même temps en sachant, enfin je le redis plus loin, ça n'est qu'un outil, qui reste un outil, qui reste perfectible et qui en plus n'est absolument pas une solution ni quelque chose de très sécurisant. C'est faux. Une fois que la personne est sortie, avant qu'on voit qu'il y a marqué fugue, qu'on arrête ce qu'on est en train de faire, qu'on court voir, etc. Quand je vous ai dit derrière la résidence, il y a le boulevard, je ne vous mens pas. Vous faites 15 pas et vous êtes sur le boulevard. Donc voilà, quelqu'un qui va tout droit, il va tout droit. Et il est sur le boulevard. Donc voilà, je ne le présente jamais aux familles comme étant quelque chose de très sécurisant. Ça nous en renseigne sur le fait que si elle n'est plus dans l'établissement, c'est qu'elle est sortie puisqu'on a vu marqué fugue. Mais ça ne va pas la protéger. Ça, c'est très important. Certains résidents ont évolué, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. En 2011, si ça je vous l'ai raconté, donc je m'excuse, je vous l'ai dit à l'envers, mes petites phrases, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, par rapport à l'épisode où la personne était sortie, ça nous a finalement bien acté que le risque zéro n'existait pas. Donc ça, c'est important. Que la porte restait régulièrement ouverte et que, par contre, à partir de ce moment-là, c'est à partir de 2011 où on a commencé à se dire qu'il fallait laisser cette porte ouverte sans renclencher le digicode.
Sauf que, puis autre chose aussi qui nous avait aidé, je vais quand même vous la raconter, une anecdote d'une dame qui en fait était avec son mari. Donc lui était grabataire mais autonome, enfin indépendant psychiquement. Par contre, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et puis il la gardait tout le temps près d'elle, de lui, etc. Puis en fait, cette dame était très malheureuse parce qu'elle sortait pas, elle ne marchait pas. Et lui, il marchait pas, il était dans son lit, mais bon, voilà quoi, elle aurait bien aimé marcher. Et donc du coup, on avait réussi à la sortir un petit peu, cette dame, jusqu'au moment où leur fils s'est rendu compte qu'effectivement, sa maman avait plus de sourire et était quand même mieux. Elle a remangé d'ailleurs, elle mangeait mieux, parce qu'on la laissait se promener dans l'établissement. Or, cette dame était bien Alzheimer, donc ça nous prouvait aussi, si vous voulez, que les gens qui habitaient dans la résidence, ils habitaient dans la résidence, et que finalement, ils sortaient pas beaucoup plus, que le risque n'était pas beaucoup plus grand, quoi. Voilà. Donc cette porte, on avait décidé de la laisser ouverte, mais comme on n'est pas au pays des bisounours, les soignants régulièrement refermaient la porte. Et ça aussi, c'est un symptôme. Enfin, moi, je l'ai pas encore enlevé, hein, le digicode. Il est toujours là. Il se ferme plus maintenant. Mais pendant longtemps, ce digicode a été refermé instinctivement par des soignants parce que ça les rassurait. Encore et encore. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils admettent que c'est pas parce qu'on fermait la porte que les gens étaient en sécurité. Donc voilà, et en fait, on rappelle aussi régulièrement au niveau des transmissions la dignité, le rôle du soignant, le droit à la liberté de la personne, et tout l'établissement est basé, le projet de l'établissement est basé sur la liberté de la personne, où en fait, effectivement, on n'est pas obligé de se lever si on ne se lève pas, on n'est pas obligé de faire des tas de choses ou de participer à toutes les animations. Ça, c'est important. L'AREPA, donc l'établissement AREPA a mis l'accent sur les formations de bientraitance, qui a contribué donc à participer à cette évolution qui s'est lente, qui s'est faite dans l'équipe. Voilà, le bien-être psychologique aussi pour ne pas se sentir enfermé, ça c'est important, puisque les soignants l'avaient senti eux-mêmes, qu'ils étaient oppressés et enfermés. Et puis, en fait, dans leur témoignage au niveau des équipes, elles m'ont aussi dit, et c'est très récent, qu'en fait, elles étaient beaucoup plus vigilantes aujourd'hui. Et qu'en fait, les résidents étaient plus en sécurité aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, dès que Madame Duchemol, elle n'est plus à côté d'elle, elles vont s'en inquiéter. Elles vont se demander où elle est. Tandis qu'avant, quand on savait que Madame Duchemol, elle était enfermée au 3e étage, on ne se demandait pas où elle était. On savait qu'on la reverrait plus tard. Donc finalement, c'est voilà, et elles se sont rendues compte qu'elles étaient beaucoup plus en garde. Alors, les familles dans tout ça, parce qu'il s'agit bien de ça aussi, c'est la relation qu'on a avec les familles et l'implication qu'elles ont dans la prise en charge de leurs parents. Pour les anciens résidents, le fait que, même si leurs parents avaient évolué et étaient devenus dépendants psychiquement et se mettaient en risque, n'empêche que le fait qu'on n'ait pas changé d'étage leur maman, parce que c'était la grosse chose, c'est-à-dire qu'à Loudun, on savait très bien que si vous montiez au 3e étage, c'est que vous alliez de plus en plus mal, quoi. Donc voilà, c'était très très malvenu. Donc en fait, le fait qu'on ne les change pas, ça les rassurait. Ça les rassurait, mais n'empêche qu'il y avait quand même toujours ce risque de se mettre en danger. Donc pour eux, ça se passait relativement bien. Par contre, pour les nouveaux résidents, ça demande un travail au quotidien. Alors d'abord, un travail très accentué à la visite de préadmission, puisque il est extrêmement rare que nous fassions une entrée sans visite de préadmission.
Il faudrait vraiment qu'on soit dans un cas d'urgence ou que la personne, si on a des fois des gens qui arrivent de Paris, donc là c'est un peu plus compliqué. Mais les gens qui sont du coin viennent visiter. Et du coup, je mets toujours l'accent. Alors je dis je, mais mes collaborateurs aussi, parce que du coup, que ce soit la secrétaire, l'IDEC ou enfin toute personne qui fait visiter l'établissement, met l'accent sur le risque, justement, que la maison n'est pas fermée et que s'ils acceptent de rentrer dans cet établissement, ils acceptent aussi le risque que leurs parents soient perdus. C'est une acceptation de la prise de risque. Alors, je m'étais renseignée pour savoir si on pouvait... Alors, ça, je l'acte très souvent dans des conversations au niveau... dans les transmissions, au niveau du dossier de soins, avec telle conversation a eu lieu à tel jour, etc. Et on a dit ça, enfin, on a présenté ça. Ça ne me protège juridiquement en rien. Ça, j'en suis bien consciente. J'ai même demandé si je pouvais faire signer quelque chose à quelqu'un. Alors, je peux faire signer tout ce que je veux, mais ça ne tiendra pas. Donc, j'ai renoncé. Je pense que l'accompagnement au quotidien est beaucoup plus intéressant et que finalement, nous aussi, en tant que soignants, on prend un risque. En tant que directeur, j'en prends un aussi. Voilà. Et bon, c'est effectivement, on était dans la prise de risque et on reste là-dedans. Et même si on est très clair et très transparent, j'espère que je n'aurai jamais de soucis, mais voilà, je sais que c'est possible. Surtout que le ressenti des familles est toujours fluctuante, que même malgré une transparence totale, on n'a pas non plus une réaction toujours précise et optimiste. Ça demande une relation au quotidien avec les familles, donc avec tous les événements indésirables qui sont relatés. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, on a une dame qui est partie. Alors, elle sait mieux que ça, on sait très bien qu'elle risque de se perdre. En plus, elle est parkinsonienne. Mais on l'a laissée partir volontairement. On s'est dit, on est tous en vigilance. Dans un quart d'heure, si elle n'est pas là, on va la chercher. Puis effectivement, un quart d'heure après, on ne l'a pas retrouvée. Et en réalité, on a cherché partout, on a appelé sa fille, et elle était revenue dans la résidence, sauf que je n'ai que 2 bornes pour situer, parce que quand les gens s'en vont, c'est une chose, et quand ils reviennent, ça nous le dit aussi. Et je n'ai que 2 bornes pour le situer. Elle était repassée par la 3e porte des cuisines, et donc du coup, on l'avait pas entendu revenir, quoi. Donc quand sa fille est arrivée, elle est montée dans sa chambre, et elle me dit, mais elle est là. Et ben voilà, elle était là, c'était bien. On était rassurés. Ça demande aussi une disponibilité totale face aux familles, bien sûr, mais ça, vous le savez. Et puis, des transmissions claires. Alors, j'ai fait de la pub, j'ai mis sur PSI, enfin, c'est le plan de soins informatisés, pour une mise à jour du dossier médical. Il faut vraiment tout acter pour montrer aussi aux familles que... Enfin, on a une dame, je me souviens, elle est rentrée à la résidence parce qu'elle était Alzheimer et que elle se promenait le soir, elle allait même, elle sortait de chez elle, elle pouvait sortir même assez dévêtue, elle se rendait pas compte, ou elle allait acheter plein de choses, enfin voilà, et elle se mettait en danger elle aussi sur le reste du boulevard de Loudun. Et quand elle est arrivée à la résidence, la question était posée de savoir si la surveillance, etc. Et en fait, on l'a laissée se promener dans le jardin, et tous les jours, elle va faire son petit tour dans le jardin, elle fait même pipi au pied des pommiers, et elle revient, voilà. Eh ben, il se passe rien de plus, et voilà. Et cette dame, elle est très bien habituée dans son environnement, et j'ai envie de dire, elle n'a pas envie de l'augmenter, son environnement. Voilà. On a aussi le gros avantage, c'est la prise en charge dans la dignité, l'amélioration très nette de l'état cognitif des résidents. C'est l'exemple de cette dame dont je vous parle, parce que en fait, elle est arrivée, elle était très perdue et elle a trouvé ses marques. On a une autre dame qui est arrivée en ouvrant les portes, en criant qu'on la séquestrait, etc. Et total, maintenant, elle a pris ses marques et elle va mieux. La complicité entre les résidents et l'équipe et les familles. On a même des résidents qui vont nous dire « Ah, madame Machin, elle est sortie !» Voilà, donc on n'a même plus besoin du code. Et la satisfaction de travailler dans le respect de la personne.
Voilà, les inconvénients, bon, je vais passer rapidement dessus. L'alerte par la montre, ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste de la technologie qui n'est pas forcément fiable à 100%, et ça, faut bien prévenir. L'adaptation des premiers jours qui reste quand même une grosse problématique, et on n'a pas tout gagné parce que les gens qui se promènent comme ça, vous le savez aussi bien que moi, ils vont aussi aller dans les chambres, ils vont aller voir Madame Machin. Nous, on avait un monsieur, ben, il était reçu, alors la petite dame, elle préparait les verres d'eau, puis dès qu'il arrivait, elle lui balançait des verres d'eau. Et ça, on aura beau dire, même une unité fermée, même, enfin voilà, je veux dire ça, moi, j'ai pas encore trouvé de solution pour ça, hein. Mais bon, voilà. Et puis la cohabitation avec les autres résidents, parce que là aussi, je voudrais mettre, enfin, je vais peut-être plomber un peu le truc, mais la cohabitation avec les autres résidents n'est pas toujours évidente, parce qu'en vieillissant, je conçois tout à fait les problématiques psychiques qui se passent pour chacun des résidents, mais du coup, alors je suis pas du tout psychologue, mais est-ce que du coup, dans leur réaction, le fait d'être agressif et surtout intolérant à 100% les uns envers les autres, je pense que ça signe aussi cette détresse. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile, parce que faire cohabiter des gens qui sont autonomes dans leur tête et cohabiter des gens qui vont avoir des comportements, voilà, ils vont se lever, ils vont se rasseoir, ils vont repartir. Enfin, du coup, c'est pas évident du tout. Voilà, et puis il y aura toujours la gestion des alertes et des accidents potentiels qui est toujours un risque pour l'établissement. Au total, le bilan est quand même très positif, puisque en fait on n'a pas eu d'accident notable vis-à-vis de cet arrêt du Digicode, mis à part quelques frayeurs. Les familles commencent à avoir de plus en plus notre proposition comme une vraie prise en charge, et j'arrive même maintenant à voir lors de visites, vous savez, quand les gens ils viennent visiter nos résidences en disant voilà, on se renseigne, on ne sait pas trop. Moi, je le vends comme un atout, ça. En disant voilà, nous, on a toute personne. Si vous acceptez la prise de risque, c'est respecter sa liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus. Ça commence à faire son chemin quand même dans la tête des gens. Et puis l'équipe est convaincue, hein, du bien fondé de cette façon d'appréhender les choses. Donc ça, c'est important aussi. L'acceptation de la prise de risque était importante à faire comprendre. Je reviens toujours au risque zéro qui n'existe pas. On se le redit souvent dans l'équipe. Et vivre, c'est prendre un risque. C'est accepter de se faire mal, c'est accepter parfois de mourir, mais vivre, c'est ça. Voilà. Et enfin voilà, qu'est-ce que notre métier si nous ne travaillons pas dans la dignité de la personne, qui passe par le respect de sa liberté de marcher et d'aller et venir. C'est important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage, ce partage d'expérience. Je pense que c'est intéressant de se poser la question, si vous êtes dans un établissement dans lequel il y a un digicode, se poser la question de l'utilité de celui-ci. Je pense que ce témoignage a posé quelques questions en tout cas.